NFT Business, c'est le podcast qui parle de tout l'écosystème Web3, mais surtout la façon dont ces technologies vont impacter votre business. Notre podcast vous aide à comprendre les défis et à saisir les opportunités, car oui, ce nouveau monde a besoin d'entrepreneurs comme vous. Nos invités sont des bâtisseurs, ceux qui construisent les entreprises de demain. Je suis Claudia Lema et je présente ce podcast avec Benjamin Boutins-Spark, artiste et formateur Web3. Si vous désirez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre quelques étoiles, 5 idéalement, et à déposer un avis. Ça fait toute la différence. Et aujourd'hui, nous sommes au Printemps, le fameux grand magasin à Paris, et nous sommes en face de Morgane Lopez, qui est directrice e-commerce et marketing au Printemps, justement. Et Morgane a eu l'idée de lancer, il y a quelques semaines, cette fameuse opération de shopping totalement Web3, et qui propose surtout de gagner des NFT, et c'est pour ça qu'on est là, pour parler avec toi, Morgane. Tu vas nous parler donc de cette opération, du succès de cette opération, parce qu'il y a eu des trophées qui ont été gagnés, et puis la collaboration avec un artiste, et avec aussi une start-up dont on a parlé, Ariani. Bon, on va parler de tout ça. Merci Morgane de nous recevoir. Morgane, merci beaucoup d'être avec nous. Mais comme Benjamin l'a expliqué, on a beaucoup de questions. Opération, gros succès, grosse visibilité. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer la genèse, d'où ça sort? Avec grand plaisir. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation, Claudia et Benjamin. Alors, aujourd'hui, donc effectivement, au sein du Printemps, nous nous sommes repositionnés. Nous avons lancé une nouvelle plateforme de marque en mars 2022 qui s'appelle Tout commence au Printemps et qui est tournée autour des expériences mémorables et épanouissantes pour nos clients. L'enjeu, en fait, c'est vraiment de réinventer un peu l'émerveillement de nos clients en magasin, mais aussi sur le online. Donc ça s'accompagne par effectivement des nouvelles activations, des nouveaux concepts, dont je vais vous parler aujourd'hui sur le digital, mais aussi avec un repositionnement visuel. Donc tout le magasin a changé. Voilà, on est passé du rose au vert, on a des jolis codes Paker. Donc voilà, on est inspiré de la nature. Tout ça se retrouve aussi sur le site e-commerce printemps.com et ça a vraiment inspiré aussi l'expérience Web3 que je vais vous présenter. Dans ce cadre donc de Tout commence au Printemps, on s'est dit est-ce qu'on ne va pas créer une nouvelle expérience pour nos clients avec tout justement l'avènement du Web3? Est-ce qu'il n'y aurait pas un chemin à se frayer sur ces sujets pour justement créer une première fois dans le Web3 pour nos clients? Aujourd'hui, au Printemps, on a une clientèle qui a entre 45 et 55 ans, qui est plutôt féminine, qui est parisienne mais aussi provinciale, puisque nous avons aussi des magasins printemps en province. Et en fait, quand on y pense, entre une clientèle de 45-55 ans et des sujets Web3, au début, on se dit peut-être pas forcément un fit. C'est un grand écart. Il y a un grand écart. Néanmoins, on s'est dit on va pouvoir avoir une approche didactique, pédagogique, prendre nos clients par la main. Parce qu'en fait, on veut être, pour nos clients, vraiment une porte ouverte sur toutes ces innovations et sur tous ces sujets dont on entend parler au gré de nos conversations personnelles, professionnelles. Et on avait vraiment envie de prendre nos clients par la main et de leur faire vivre cette première fois. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment décortiqué les codes du Web3. Donc effectivement, on en a vraiment analysé ce qui en faisait les fondements. Donc une expérience virtuelle et immersive. Donc ça, c'est un premier élément extrêmement important. Des NFT, puisque c'est aussi un des composants principaux du Web3. Et puis tout ça dans une plateforme accessible qu'on peut accéder soit par mobile, soit par desktop. Donc c'est très simple, vous allez sur printemps.com et vous avez dans l'onglet de navigation Virtual Store et en fait là vous arrivez directement dans l'expérience. Oui, on arrive dans un espace très 3D, donc totalement designé en 3 dimensions, avec le clavier, on peut circuler à droite, à gauche, on avance, etc. C'est l'aspect immersif, comme tu dis. Mais qui est en 2D. Mais pour l'instant en 2D, c'est vrai, oui. Parce que nous on parle souvent du métaverse, et bon, c'est un gros sujet le métaverse, on sent bien que vous êtes effectivement dans cette étape-là, dans cette logique-là, qui est une expérience de vie-commerce, comme on dit, de virtual commerce, et on attend maintenant prochainement la possibilité de mettre un casque de VR, le fameux Oculus. Oui. J'imagine que c'est dans les cartons.
Tout à fait. Mais on sent bien qu'il y a cette recherche-là. Quand on circule dans ce store, il y a l'envie d'être dans un tout nouveau magasin finalement. Ouais, c'est de la mise en situation. Tout à fait. En fait, on s'est inspiré du flagship donc, qui est à Printemps Haussmann pour vraiment prendre le meilleur de l'architecture physique du magasin et venir l'embellir avec le digital. Donc vous vous baladez dans un magasin qui est vraiment entouré de nature, qui est merveilleux, poétique, voilà, il y a des jeux d'échelle. Donc on est vraiment dans un magasin qui est rêvé, hein, qui n'est pas réel. Et même d'un point de vue de merchandising, par exemple, vous avez des sacs accrochés dans un cerisier en fleurs, vous avez des produits qui flottent dans une rotonde iridescente. Donc voilà, on est vraiment venu se dire on veut apporter un côté poétique vraiment merveilleux à nos clients pour qu'ils aient une expérience de shopping immersive mais aussi enchantée et enrichie. Le e-commerce, c'est assez froid hein, quand on va en ligne, voilà, les fiches produits, les produits à plat, etc. C'est pas très sympa. Donc pour nous, c'est aussi un moyen de lancer nos premiers pas dans un nouveau commerce. Le nouveau commerce qui serait peut-être plus enrichi, où on pourrait venir découvrir plus de contenu aussi sur les produits. Donc voilà, tout ça, ça a été un peu l'angle de la réflexion. Et puis, l'élément principal quand même du Web3, c'est quand même les NFT aujourd'hui. Et en fait, on s'est dit comment est-ce que, encore une fois, sans perdre notre audience, on peut rattacher à notre expérience des NFT. Et en fait, on s'est dit, il y a des barrières aujourd'hui aux NFT, notamment si on les monétise avec le sujet de la crypto-monnaie. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui nos clients soient capables de télécharger un wallet, d'acheter de la crypto-monnaie et ensuite d'acheter un NFT. Donc on s'est dit, on va les offrir. Donc à chaque produit du Virtual Store acheté, vous pouvez gagner un NFT. Vous êtes tiré au sort pour gagner un NFT. Il y a un tirage au sort et précisons que le produit acheté doit être un produit réel. C'est un produit physique du Virtual Store. Donc c'est un chapeau, une paire de baskets, un pull que je reçois à la maison. Que vous recevez chez vous dans un processus de e-commerce absolument standard. Classique. Et en fait, à la fin de chaque semaine, on fait un tirage au sort et 5 élus peuvent gagner un des 30 Alors, NFT. Morgane, revenons, parce qu'on va aborder l'aspect NFT est très important. On va évidemment en parler, mais j'aimerais juste revenir sur le store. Donc, l'expérience commence sur le site web classique. On rentre, on a un onglet rentrer dans le Virtual Store. On peut circuler. On voit bien qu'il y a une recherche d'imaginer quelque chose de fantasmé, d'impossible à réaliser dans la vie réelle, ce qui est bien parce que de rêver, parce que quand on reçoit parfois des gens qui font des sociétés, on en a reçu qui font des lofts ou des appartements dans le métaverse, dans le monde virtuel, ils reprennent exactement la vie physique en fait, ils refont exactement comme la vie physique. Alors parfois on se dit mais vous pourriez imaginer des trucs de dingue. Et alors le retour qu'on a, et j'aimerais avoir ton avis, c'est les créateurs disent oui mais si on fait des choses trop de dingue, trop fantasmées et irréelles, alors les gens ne connectent pas et ne comprennent pas pourquoi on fait ça. Donc là je vois bien le sac, en même temps quand on rentre dans Printemps Virtual Store, on retrouve quand même les codes, la rotonde, la verrière au-dessus, etc. Donc on sait qu'on est au printemps, mais bon, les sacs sont dans les arbres et flottent dans l'air, donc déjà en fait je pense qu'on est à mi-chemin. Les gens peuvent se connecter à ça, comprendre la logique et retrouver aussi leur shopping habituel. Vous avez du feedback des clients ? En fait, on a eu effectivement quelques feedbacks. Nous, nos clients, pour avoir une expérience qui est la même qu'en magasin, c'est pas vraiment ce qui les intéresse. Ils vont pas sur le digital pour revivre ce qu'ils pourraient vivre en magasin, et en plus potentiellement un peu moins bien parce qu'il n'y a pas l'interaction humaine, on ne peut pas toucher les produits. Donc en fait, nous, ça a vraiment été un parti pris de se dire, on veut vraiment rendre cette expérience irréelle, parce qu'en fait, on veut émerveiller et on veut sortir de notre quotidien, notre vie de tous les jours. On a envie d'en sortir et que les clients se disent j'ai vécu une parenthèse un peu enchantée dans mon shopping. Et moi j'ai une question, les produits qui étaient vendus dans ce Virtual Store n'étaient pas identiques à ce que je trouve sur l'e-shop classique, c'est-à-dire que ces produits n'étaient que sur printemps.com. Ok, donc il y avait une sélection exclusive. En fait, on a des produits exclusifs printemps.com, dont les marques ont développé pour nous des produits exclusifs. Okay. Donc la moitié des produits du Virtual Store étaient exclusifs 100% printemps.com, même en magasin il n'était pas distribué. Et il y avait aussi une partie de l'offre qui était plus saisonnière, donc des best-sellers qu'on peut retrouver sur la saison printemps-été. Donc moi j'ai encore deux remarques. La première remarque, c'est qu'on n'est pas en avatar, on circule
derrière son ordi. Vous êtes derrière votre téléphone, votre mobile. D'ailleurs, ouais, c'est ça. Ou derrière votre ordinateur. Vous n'avez pas besoin en fait d'avoir un ordi très puissant aussi. Là, il n'y a pas de barrière aussi d'un point de vue accessibilité. N'importe qui a un smartphone, et en plus on a développé une technologie de gyroscope, donc c'est encore mieux sur mobile parce que vous pouvez vraiment déplacer votre mobile comme si le paysage s'adaptait, bouger en même temps. En même temps que vous. Pour ceux qui n'ont pas l'image, nous on voit Morgane saisir son téléphone et le bouger de droite à gauche, et on comprend gyroscope, c'est que si on bouge son téléphone vers la droite, et ben en fait le regard va vers la droite et à gauche, etc. Donc il n'y a pas d'avatar, ce qui veut dire que pour l'instant il n'y a pas d'avatar, mais à mon avis le printemps y pense déjà. Oui. Parce que l'avatar permettrait de se connecter aux autres visiteurs et de voir qu'il y a d'autres visiteurs. Tout à fait. Et c'est effectivement ce qui manque encore dans le digital, et l'expérience sera impeccable, je pense. Un monde en construction. Tout à fait. En fait, c'est une première brique, et encore une fois, je rappelle qu'on a une audience qui aujourd'hui n'est pas encore prête à aller 100% sur ces sujets Web3. C'est aussi la raison pour laquelle on n'est pas allé dans un métavers. C'est aussi on a créé notre espèce de mini métavers, on va dire, à nous, propriétaires, mais on a fait des choix vraiment stratégiques pour ne pas avoir de barrières. Donc ça, c'est vraiment le fondement de notre réflexion. On a simplifié toutes les étapes. Oui. Et puis il y a la réflexion de trafic aussi. Sortir de ton site pour aller créer une expérience immersive dans un métavers sans être sûr qu'il y ait du trafic. Exactement. Là tu sais que tes clients sont sur ton site. Ils sont là parce que c'est le printemps, ils ne sont pas là par hasard. Exactement. Vous pouvez aller donc de printemps.com jusque dans le Virtual Store. Vous pouvez revenir sur printemps.com. Le check-out, c'est-à-dire que dès que vous achetez un produit du Virtual Store, vous revenez sur printemps.com. Donc en fait, je ne perds pas l'utilisateur aussi. Ça, c'est très important. Je ne voulais pas que l'utilisateur soit sorti. Et puis aujourd'hui, les KPI fournis par les métavers sont très limités. C'est très dur d'avoir des feedbacks, des reportings clairs sur le trafic, l'audience, les performances. Et moi, là aujourd'hui, j'ai vraiment des KPI parce que tout a été entre guillemets hébergé. Les KPI, peux-tu nous... Les KPI, c'est les indicateurs de performance. Donc par exemple, un taux de trafic qui a augmenté de 20% sur la période où on a lancé le Virtual Store. Une mise au panier qui a augmenté pareil de 10%. Donc en fait, tous ces éléments montrent vraiment l'appétence pour les gens pour ce nouveau commerce. Ils sont curieux. Ils ont envie de découvrir un peu. Ce que je trouve intéressant dans ton action, c'est le timing. C'est-à-dire qu'on a vu cette dernière année la presse parler de tous ces projets NFT. On a beaucoup parlé de blockchain, de NFT, de métaverse. Donc la presse a vraiment fait monter ce niveau de curiosité chez les gens qui, finalement, tes clients n'y connaissent pas grand-chose. Et toi, tu arrives en parallèle de ça. Donc leur curiosité est éveillée. Et toi, tu arrives en parallèle de ça avec une expérience qui est rassurante, parce que tu les gardes chez toi, où il y a de l'éducation, de l'accompagnement, et où finalement le client n'a même pas l'impression que c'est un virtual store, c'est presque la suite logique de son expérience e-commerce. Et donc je trouve que c'est intelligent dans le sens où aujourd'hui il y a beaucoup de marques qui essayent de faire des choses mais qui font une fracture entre l'e-commerce et le virtual commerce, alors que la logique, c'est de ne pas lâcher son client. Tout à fait. En fait, c'est pour ça qu'on voulait que ce soit intégré dans notre écosystème. D'ailleurs, visuellement, encore une fois, on a vraiment une stratégie d'omnicanalité, puisque ce que vous retrouvez dans ce magasin, les codes, les couleurs, vous pouvez aussi les retrouver en magasin. Donc, en fait, le client n'est pas perdu. En fait, il est rassuré parce qu'il connaît les codes de cette nouvelle plateforme qu'il a pu voir en magasin. Et après, pour rebondir sur ce que disait Claudia, moi, il y a vraiment eu un fait marquant fin d'année dernière qui est quand Facebook s'est renommé Meta. Et en fait, je me suis dit, là, il faut vraiment y aller. Parce que je pense qu'il va vraiment y avoir un tournant. S'il y va, il faut y aller. Non, mais en fait, c'était un peu ça. Je me suis dit, alors, il n'a pas encore vraiment officiellement expliqué sa stratégie, etc. On entend des bribes. Voilà, mais c'est normal, c'est Meta, c'est des milliards d'utilisateurs. Il ne peut pas non plus se lancer comme ça du jour au lendemain. Néanmoins, ça a vraiment été un déclencheur. Et cette idée, en fait, elle est vraiment venue quelques mois après l'annonce de Facebook en Meta. Et je me suis dit, il faut qu'on y aille parce que ça va devenir vraiment un élément clé dans la stratégie marketing de
demain et dans le e-commerce de demain. Oui, tout le monde nous a confirmé que cette annonce en octobre Facebook, de Zuckerberg qui devient Meta, c'était juste énorme. Et ça a propulsé le Web3 d'ailleurs dans une nouvelle dimension en disant il y a eu la révolution des NFT presque déjà il y a un an. Oui, tout à fait. Et cette année, c'est le début de la révolution des métaverses qui incluront les NFT. Revenons juste sur l'expérience. Donc, quand on voit un sac virtuel dans le Virtual Store, quand on clique dessus, alors on revient sur une page plus classique avec le produit, le prix. Alors, le premier clic sur le produit, vous restez encore dans l'écosystème du Virtual Store. Il y a une petite pop-in qui s'ouvre avec le produit, la description du produit, et en dessous, en fait, on vous explique la mécanique avec le NFT. Donc, vous êtes encore dans le Virtual Store, dans une démarche de vous intéresser, enfin, vous vous intéressez au produit, mais vous ne l'avez pas encore dans une démarche d'achat. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Et une fois que vous êtes dans la démarche d'achat, là, en revanche, vous revenez dans le parcours d'achat classique e-commerce. Vous recevez votre email de confirmation de commande de manière tout à fait classique et vous recevez un deuxième email qui vous dit là, vous êtes parmi les heureux élus pour rentrer dans notre tirage au sort pour gagner un des 30 NFT exclusifs que nous avons développés avec l'artiste Romain Froquet. Que tu as choisi comment ? Alors Romain Froquet, c'est un artiste qui a déjà collaboré avec nous, toujours dans cet esprit de dominicanalité, au 7e ciel du printemps. Donc à Haussmann, il y a le plus grand espace de seconde main d'Europe qui fait plus de 7000 m². Voilà. Et en fait, Romain Froquet a designé une œuvre artistique sur les murs du printemps, de second printemps, enfin du 7e ciel. Et en fait, on s'est dit, pour lui déjà, c'était aussi une première fois pour faire une expérience dans le Web3. Donc on aimait bien aussi partager avec lui cette première fois sur les sujets Web3 et les NFT. Donc on a eu vraiment un parcours de création main dans la main. Lui, il a réfléchi, donc il nous a créé en fait 30, pour vulgariser un peu, c'est 30 jolies images animées. C'est des petites peintures en fait animées en digital. Que digital, il n'y a pas de version physique. Alors si, il y a aussi une version, il est peint réellement parce que j'ai vu sur votre vidéo, on rentre dans l'atelier de Romain Froquet. Romain explique sa démarche, la relation qu'il a avec le printemps, etc. Et on le voit peindre avec des grands pinceaux très larges. En fait, voilà, tout à fait. En fait, c'est en 2 étapes. Vous avez une première étape qui vous permet de gagner un des 30 NFT, et puis la deuxième étape, c'est les détenteurs de ces NFT peuvent gagner la toile physique unique créée par Romain Froquet. Donc on a raccroché les NFT à un bien physique, puisque pour moi c'était aussi un code important du Web3 de donner un accès privilégié à nos détenteurs de NFT à un bien physique. Donc voilà, il y a un peu cet entonnoir. Donc effectivement, Romain, on est allé dans son atelier en Corrèze et on l'a suivi dans son processus créatif de NFT, donc digitaux. Et ensuite, on l'a suivi dans la création de cette peinture qui était exposée d'ailleurs au printemps Haussmann. Oui, mais Morgane, que je comprenne bien, il réalise de l'acrylique sur toile. Enfin, c'est vraiment de la peinture classique qui est prise en photo. Alors non, la partie NFT, elle a été faite sur tablette, enfin sur iPad. Ça a été une création digitale. Les 30 NFT, elles ont été vraiment créées en digital. Ah d'accord. Il les a dessinées. Voilà. D'ailleurs, on la voit. Voilà, on voit dans la petite vidéo qu'il a un iPad avec un stylet. Ah oui, d'accord. Voilà. Et ensuite, il a fait une toile physique là, effectivement, avec ses pinceaux. Donc les NFT s'appellent Evolution. Donc vous en avez 30 différentes, qui reprend aussi. Il s'est inspiré de la nature. Ce sont des courbes, des fluides. Très organique. Voilà, c'est très organique. Donc pareil, d'un point de vue storytelling et brand content, c'est complètement en phase avec notre magasin et notre positionnement. On est vraiment sur la nature. C'est cohérent. Voilà, sur l'évolution de la nature. Et la toile physique s'appelle Gesture. Donc voilà, pour reprendre aussi ces mouvements de la nature qui s'entremêlent et qui créent des fluides. Oui, alors il y a une série un peu à la Warhol, c'est-à-dire que le motif est toujours identique. Tout à fait. Mais les déclinaisons de couleurs, il y a des jeux de couleurs. C'est très warholien. Voilà, exactement. Moi, j'adore Warhol. C'est pour moi le pape, le plus grand des peintres. Mais donc, c'est très pop art. Et d'ailleurs, on retrouve aussi les couleurs vertes, je dirais vert pomme, un peu vert fuchsia, enfin vert fluo, quoi, presque des codes couleurs du printemps. Donc, on sent qu'il y a une démarche pop. Et d'ailleurs, le Virtual Store est aussi très pop. Ce qui n'est pas pour me déplaire, puisque je suis très pop moi-même. Mais donc Morgane, en fait, quand tu parles de ton NFT, est-ce que ces NFT ont l'ambition d'être des social tokens, donc de créer du lien, de l'engagement Est-ce que toi, tu ressens auprès de ta clientèle ce besoin de créer du lien en post-Covid, d'avoir envie d'appartenir à la marque et de participer ? En fait,
Aujourd'hui, le NFT, moi j'y pense aussi comme un renforcement de nos stratégies de CRM, et c'est un peu aussi nos stratégies de programme de fidélité de demain. Et on est en train de réfléchir justement comment corréler un peu notre programme de fidélité avec ces NFT et comment faire en sorte de récompenser aussi la fidélité de ces clients qui ont été les premiers à nous suivre dans cette expérience. D'ailleurs, petite anecdote, en termes de personnes qui ont téléchargé les NFT, il y a les tranches d'âge. La tranche d'âge, c'est entre 20 ans et 60 ans. Donc 60 ans, honnêtement, moi j'ai été vraiment bluffée. Je m'attendais pas du tout. Et ça, c'est un super learning. J'ai vraiment beaucoup appris parce que l'audience qui finalement a téléchargé les NFT n'était pas vraiment celle que j'avais en tête. C'était vraiment très vaste. Donc ça, c'est un super enrichissement pour moi en termes de confiance client. Parce que on a touché des personnes qui avaient une vingtaine d'années et une personne qui avait 60 ans. Donc en fait, on a pu toucher un vaste public. Et donc c'est un indicateur fort. Oui. C'est assez rare de faire des campagnes marketing ou des activations qui soient aussi vastes d'un point de vue, en tout cas, d'un point de vue client. Alors on peut parler du process parce que le succès, parce que clairement c'est un succès si on a eu, pour avoir les gens de 20 à 60 ans, le succès est dû aussi à la procédure qui est ultra simplifiée. Là, on peut peut-être rentrer là-dedans parce que vous avez bossé avec une boîte qui s'appelle Ariani, qu'on a reçue aussi dans notre podcast, qui est très en vue. Alors, ce qui était assez souple, c'est que quand on achetait son sac virtuel, enfin son objet virtuel, enfin son objet réel, on le recevait, on participait à un tirage au sort. Quand on gagnait ce tirage au sort, on recevait un SMS. Tout à fait. Alors, une newsletter. Une newsletter, d'accord. Qui vous dit, vous avez gagné le NFT, mais bien sûr, pour le recevoir... Alors, excusez-moi, je me permets. Ouais. C'est plutôt, vous avez acheté dans notre Virtual Store un produit physique, vous êtes éligible à être tiré au sort pour gagner un NFT. Donc, une fois qu'on a fait le tirage au sort, ensuite 5 gagnants ont reçu l'email qui dit « Bravo, vous avez gagné votre premier NFT ». Voilà. Et ensuite on clique et ça ouvre. Alors il faut le cliquer sur le téléphone puisque bien sûr ça ouvre un wallet téléphone. Alors là je vais expliquer un peu le parcours. Alors pourquoi Ariani? Pour déjà la simplicité de la solution. Donc si vous les avez déjà vus dans le podcast, ils ont dû expliquer un peu leur solution, mais c'est vraiment encore une fois une solution qui est extrêmement user friendly, donc très simple d'utilisation. Peu importe encore une fois votre connaissance des moyens digitaux. Vous recevez un lien URL dans votre newsletter, vous cliquez, vous arrivez sur l'Apple Store où en fait vous arrivez pour télécharger le wallet Ariani. C'est un clic, vous l'avez sur votre téléphone et ensuite il y a un deuxième clic pour télécharger votre NFT. Donc c'est vraiment en 2 clics. Vous avez votre premier NFT. Donc, j'ai un wallet. Mais sur le téléphone. Sur le téléphone portable. Pas encore sur l'ordi. Non. Ok, mais donc j'ai un wallet et il y a un process de sécurité. Non. Non, il n'y a pas de process. En fait, si vous avez quand même, pardon, je me rectifie, vous avez quand même le process avec les passwords pour pouvoir créer pour pouvoir associer votre identité au wallet. Donc vous avez quand même cette partie, mais néanmoins, comme il n'y a pas en fait de monétisation du NFT, en fait, il n'y a pas aussi tout l'aspect téléchargement de la crypto-monnaie, mint. Nous, on a minté vraiment pour le client, pour que ce soit transparent pour lui. C'est le Printemps qui a mis le NFT sur la blockchain. Ça s'appelle Minté. Voilà. Et celles et ceux qui nous écoutent là depuis un certain temps savent maintenant qu'on ne possède un NFT que si on possède un wallet, un portefeuille digital qui est la pierre angulaire du Web3. Mais donc la propriété, donc si j'ai gagné le NFT, qu'est-ce qui certifie que c'est vraiment ma propriété? Le fait que je l'ai dans mon wallet? Parce que vous avez téléchargé le wallet, vous vous êtes créé vous avez ces 12 mots les 12 mots de passe en fait qui vous sont propres, qui vous sont uniques, qui génèrent la clé privée sur la blockchain. Exactement, la clé privée. Donc en fait, ce wallet et ce NFT vous appartient parce que vous avez généré cette clé privée via ces mots de passe.
Oui, intéressant. C'est ça que fait, ce que fait Ariani, c'est effectivement, ils font le même processus que MetaMask, pour tous ceux qui ont un MetaMask, qui est le wallet le plus connu dans le monde. Et l'idée, c'est que les 12 mots permettent de générer la clé privée, donc de générer le wallet qui vous est propre sur la blockchain. Et quand vous avez ces 12 mots, vous pouvez être certain que le wallet est vraiment à vous. Et donc, quand vous voyez le NFT dedans, vous pouvez donc être certain que ce NFT est vraiment à vous. Et ensuite, donc, je crois savoir que tout ça est sur Ethereum, la blockchain. Tout à fait. Ce qui veut dire que son wallet printemps, enfin son wallet Ariani, on peut le connecter sur OpenSea alors. Tout à fait, sur OpenSea. Alors on s'est longtemps interrogé aussi de savoir si on lançait, on s'est créé d'ailleurs une page sur OpenSea, on s'est longtemps interrogé, est-ce qu'on les mettait est-ce qu'on les présentait, est-ce qu'on présentait nos NFT pour présenter un peu la collection, etc. Et en fait on n'a pas été jusque là, aussi pour la raison que comme on n'a pas monétisé, on n'a pas mis de valeur derrière, comme c'est offert, en fait on s'est dit que ça allait complexifier aussi le parcours. Néanmoins, nos clients qui sont très informés sur ces sujets peuvent tout à fait mettre sur le marché secondaire en vente ce NFT de Romain Froquet lui donner une valeur. Ça, c'est tout à fait possible. Ouais, c'est ça la magie du Web3. Je pense la magie, c'est quand il y a une blockchain commune en socle, en sous-jacent, alors on peut emmener son NFT sur d'autres plateformes. Et on n'est pas obligé de rester que au printemps. Tout à fait. Qui pourrait d'ailleurs faire une marketplace pour que les gens s'échangent leur NFT, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, on peut aller sur OpenSea, montrer aux autres son NFT printemps, tout à fait. le revendre, tout à fait. L'échanger, l'échanger, voilà, tout à fait. Moi, j'aimerais revenir aussi. Je reviens en arrière. Tu disais que c'était vraiment une volonté d'accompagner vos clients vers le Web3, mais est-ce que l'intention aussi est d'aller chercher des nouvelles cibles? Parce que finalement, c'est une belle opération de positionnement que vous avez fait là. Oui, tout à fait. En fait, il y avait deux enjeux. Le premier enjeu, c'était quand même de s'adresser à notre clientèle. Donc ça, c'est vraiment notre stratégie première. Néanmoins, on a fait aussi une campagne de pub digitale sur le Virtual Store. Et là, en revanche, on est parti sur un recrutement de nouveaux clients avec une audience plus tech, plus gaming, donc beaucoup plus jeune. On était plutôt sur une génération Z, donc un peu en dessous de celle des millennials. Donc je pense que c'est à peu près 25 ans à peu près. Donc on a néanmoins été rechercher un nouveau bassin d'audience qui était plus en appétence avec les sujets du NF3. Donc on a recruté une partie de notre clientèle du Web3, du magasin virtuel, via nos campagnes digitales. On les a recrutés et ils sont plus jeunes. Donc, tout à l'heure, je parlais d'une personne qui avait 20 ans. On est vraiment sur cette audience qu'on a été recrutée. Donc, des clients nouveaux pour le printemps. Et après, comme je vous le disais, on a aussi utilisé notre base de données interne pour aller chercher des clients existants. Et là, on parle effectivement de cette personne de 60 ans qui a téléchargé. Donc, on a eu les deux approches, en fait. Et moi, dans cette optique-là, j'avais d'autres questions. Est-ce que vous réfléchissez de façon 360 à entrer dans le Web3 en se disant j'accepte la crypto-monnaie, j'associe des skins, donc la version digitale virtuelle de ma paire de chaussures ou de mon sac. Tout à fait. Est-ce que ça, c'est quelque chose vers lequel vous imaginez aller ou... En fait, tout à fait. Le Virtual Store, c'est notre première brique sur notre chemin Web3. Déjà, on a appris des choses et ensuite, ça va venir en fait structurer la suite. Effectivement, aujourd'hui, je réfléchis beaucoup sur les sujets de la digital, de la virtual fashion. Donc, c'est ce dont tu parlais, donc des skins. Donc, ce sont des vêtements virtuels que peuvent porter soit des personnes physiques en superposant les produits sur une photo, soit des avatars dans des métavers. Mais il faut que néanmoins le produit de virtual fashion soit compatible avec le métavers. Donc, il y a aussi un choix à faire en termes de transférabilité, d'opérabilité. Donc là, on réfléchit beaucoup sur ces sujets. Sans lancer de breaking news, ça va arriver très vite sur printemps.com aussi, cette offre de virtual fashion. Et il y a aussi toutes les réflexions sur le métavers. Aujourd'hui, est-ce que demain, Printemps va ouvrir un magasin dans le métavers? Honnêtement, on n'est pas encore là parce qu'il y a cet enjeu
business model qu'il faut qu'on trouve. Voilà, tu parlais de crypto-monnaie, ça c'est pareil, un sujet où on est à fond dessus, et j'ai vu que la Beaugrenelle venait d'accepter via Lizzy, accepter la crypto-monnaie. On est aussi en train de rencontrer beaucoup d'acteurs pour s'y mettre aussi, et je voudrais aussi que ce soit accessible sur printemps.com et en magasin. Donc c'est un peu les pistes qu'on est en train d'explorer. Néanmoins, le sujet du métavers, moi je le prends avec beaucoup de précaution, pour plusieurs raisons. C'est que en fait, si on y va, il faut qu'on ait une vraie raison d'y aller. Donc si on veut, est-ce qu'on veut recruter une audience beaucoup plus jeune, mais néanmoins, est-ce que le printemps est la bonne marque pour le faire? Parce qu'on est quand même un printemps, c'est un grand magasin de luxe. On a quand même des clients qui ont 45-55 ans. Je suis pas sûre que demain la Gen Z, la Gen Alpha, qui a à peu près 11 ans et donc 24 ans, va acheter les mêmes produits. Soient vraiment des clients vraiment 100% printemps. Alors que par exemple on a Citadium dans le groupe, où là on est un peu plus en phase avec ce cœur de cible. Donc je pense qu'il y a aussi, faut pas y aller pour y aller, faut y aller parce qu'on a un vrai enjeu. Parce que c'est justifié. Parce que c'est justifié, parce que ça va apporter quelque chose à la marque, et en fait juste faire des effets d'annonce, c'est pas notre parti pris. En tout cas, on veut être pertinent par rapport à nos clients aussi. C'est ça qui est important. Oui, en revanche, est-ce que la notion du luxe, elle n'a pas un peu glissé? Est-ce qu'elle n'a pas un peu évolué? Alors, oui, parce qu'aujourd'hui elle est très inspirée de la rue, hein. On appelle le street luxury, hein, puisque aujourd'hui effectivement c'est très inspiré de la rue. Mais néanmoins, on reste quand même sur une clientèle qui est assez, on va dire, pas conservatrice, mais je veux dire, on reste quand même sur une clientèle classique. Ça se voit par les typologies de produits achetés, les marques achetées. On reste sur du luxe, on va dire, quand même assez classique. Oui, et cher. Mais oui, plutôt. Oui. Je ne suis pas un spécialiste des grands magasins, mais le principe d'un grand magasin, c'est d'être multimarque, donc d'accueillir les marques, qui après, j'imagine, vous mettent de la pression en disant, nous, on voudrait ajouter ci, on voudrait que le magasin soit plus comme ça pour valoriser notre marque. Donc, est-ce que la pression du métavers et de la digital fashion, parce que nous, on en parle beaucoup avec Claudia, on donne des formations là-dessus, NFT, métavers, et on parle tout le temps, on montre les expériences de digital fashion, il y en a beaucoup, il y a Fashion X, etc. Donc, il y a effectivement les jeunes qui se prennent en photo en réalité augmentée et qui surimpressionnent une robe virtuelle sur eux. Et puis il y a carrément aussi des avatars maintenant, des gens qui achètent pour leur avatar des robes. Oui. Est-ce que vous n'aurez pas la pression prochainement, peut-être même plus vite que prévu, des marques qui vont vous dire, mais nous on a sorti une collection de digital fashion, il faudrait que sur printemps.com, enfin sur le métaverse printemps, on puisse les présenter finalement? Alors c'est un peu l'inverse, je vous avoue, parce que au contraire, on a eu plein de marques qui nous ont sollicité en voyant le Virtual Store en disant, ah mais c'est trop sympa ce que vous avez fait, on aimerait bien faire une collaboration avec vous sur différents sujets. Et en fait, au contraire, on n'a pas du tout reçu cette pression, parce qu'il y a quand même il y a Balenciaga, Gucci, Nike, il y a quand même, on va dire, une dizaine de marques qui se sont lancées dans la virtual fashion, mais il y en a pas non plus énormément. Non. Et en fait, au contraire, on est arrivé un peu comme une solution pour ces marques qui finalement n'avaient pas encore ouvert ces sujets, aussi un peu de facilitateur pour y aller. Donc c'est un peu l'inverse finalement. Elles sont venues nous voir en nous disant, ah mais c'est sympa ce que vous avez fait, est-ce qu'on pousserait pas un peu le sujet un peu plus loin? Et donc on en est plutôt là. Et d'ailleurs c'est un peu ce qui va nous attendre à la rentrée, où en fait on a une collaboration avec une marque à venir sur justement ce sujet de virtual fashion. Laquelle? Alors je peux pas le révéler. Allez, un scoop, Morgane, un scoop. Non mais je ne peux pas, mais en tout cas sachez que cette marque est venue nous voir après avoir lancé le virtual store. Donc et en fait il faut pas non plus même si Balenciaga, même là Lacoste récemment a fait des opérations dans le Web3, faut pas non plus généraliser, hein. Il y a encore beaucoup de marques qui ne savent pas comment y aller, pourquoi y aller, et qui font des actions isolées sans stratégie 360. Donc et au contraire, en tant que printemps et de grand magasin, on a une force, parce que justement on a cette relation avec ces marques qui justement est un avantage versus une marque qui est seule, hein, parce que nous on a tous ces contacts. Ça c'est le débat après, parce que donc moi avant le débat j'avais une question. Moi, je pense que l'expérience du client, elle a changé post-Covid en magasin, que les gens sortent moins facilement de chez eux, mine de rien, qu'ils vont moins facilement dans les magasins, qu'il faut vraiment que ce soit une chouette expérience. Et donc, il y a l'expérience de l'essayage, qui est
pénible pour toutes les femmes. J'espère que tu confirmes. Et donc, moi, quand je vois ces startups qui créent de l'expérience 3D où tu peux mettre ton skin, etc., si on pousse un peu le bouchon, j'ai envie de dire, je pense qu'on pourrait faire évoluer l'étape de la cabine d'essayage. Parce que si demain, moi, en tant que consommatrice, tu m'offres la possibilité de ne pas passer sur la cabine, mais d'essayer virtuellement un vêtement qui ne me transforme pas en licorne, mais qui est ultra réaliste et qui colle aux vêtements que j'ai envie d'acheter, eh bien, je vais plutôt aller dans ton magasin plutôt qu'un magasin qui va me proposer une expérience avec un très mauvais éclairage et qui va m'obliger. Et donc, je pense qu'à un moment donné, la technologie, il y a deux choses. Benjamin disait, est-ce que les marques ne vont pas te mettre la pression ? Mais moi, la question, c'est est-ce que finalement, la pression, c'est pas le consommateur qui, aujourd'hui, s'il n'a pas une expérience fluide, idéale, confortable, esthétique, eh bien, il n'achète pas. Ouais, tout à fait. On fait quand même tout ça pour le client, avant tout. Alors, je suis complètement en phase avec le fait qu'il faut qu'on enlève les points de friction aujourd'hui, comme par exemple, effectivement, faire la queue dans les cabines, etc. Bon, néanmoins, au printemps, c'est quand même une expérience qui est quand même un peu plus haut de gamme. C'est assez rare d'avoir des queues comme on peut voir chez Zara ou etc. Et puis, on a quand même un accompagnement, parce qu'on a développé aussi un service de personal shopper, donc on a aussi cet accompagnement humain d'experts mode qui peuvent aussi vous accompagner dans votre choix mode. Donc c'est vrai que nous, on est quand même dans une stratégie où on pousse les clients à venir en magasin pour avoir ce conseil et pour avoir cette expérience un peu haut de gamme. On a des jolies cabines, voilà, donc ça c'est sûr. On a un bon éclairage qui met en valeur, etc. Mais néanmoins, je pense que, enfin, comme tu le dis, tout le monde en fait n'a pas forcément envie d'aller dans un grand magasin. Enfin, moi je pense à mon mari qui préfère clairement rester tranquillement chez lui, choper sur son mobile parce qu'il est un peu agoraphobe. Mais clairement, en fait, je pense qu'il faut justement proposer une solution pour les deux, en tout cas les deux types d'attentes. Et je pense que si demain, alors aujourd'hui il y a beaucoup de marques de montres de beauté qui ont développé le virtual try-on. Donc voilà, c'est un espèce de filtre qui vous permet d'apposer sur vous soit un rouge à lèvres ou une montre. Moi je suis 100% aussi sur ces sujets parce que je pense que d'un point de vue e-commerce, ça va booster la conversion aussi, de pouvoir pré-essayer en fait chez soi. C'est un peu comme Ikea qui a lancé cette application où vous avez le canapé dans votre salon en live via cette application. Et en fait, je pense qu'on ne va pas y échapper parce que les attentes aujourd'hui de l'expérience client sur le digital, elles sont décuplées aussi grâce ou à cause, mais aussi avec tous ces sujets Web3 où en fait ils ont des avatars, ils peuvent aller dans des métavers, ils peuvent découvrir des produits, les tourner à 360. En fait, cette technologie, il faut qu'on s'en inspire, nous, marketeurs et retailers, pour venir enrichir notre parcours client. Oui, parce que dans ton virtual store, les objets, on les voit, on les fait tourner en 3D. Alors, pas encore. Ça, c'est l'évolution prévue. Ah bah tu vois, je l'ai fantasmé alors. Ouais. Non mais en fait, alors juste pour rappel, on l'a lancé en 2 mois, le Virtual Store. Ah ouais, okay. On a eu 2 mois pour le faire. Donc il y a des choses qu'on a dû éliminer en termes techniques. Justement, tu l'as fait en 2 mois en un temps record. J'ai une question par rapport au groupe, le fameux groupe Pinot Printemps Redoute. Enfin, vous êtes un groupe immense de retail. Alors on n'est plus détenu par le groupe Pinot. Ah, d'accord. On est détenu par le fonds souverain qatari. Ah d'accord, ok, bon alors tu vois, j'ignorais. Enfin en tout cas ça reste un très grand groupe. Ouais. Est-ce qu'au sein du groupe tu as eu des réflexions, peut-être même parfois négatives, en disant enfin qu'est-ce que c'est que cette folie? Ou positive. Ou positive, voilà. Quel a été d'abord les premiers ressentis? Alors en fait, pour la petite anecdote, en fait j'ai présenté ce projet à Jean-Marc Belaïch, président du groupe Printemps, à peu près 3-4 semaines avant d'avoir bien lancé le sujet auprès de mon agence créative qui s'appelle User Agent, qui m'a aidé aussi à développer ce Virtual Store. Et en fait, il m'a dit, il était attentif, mais pas sans plus, mais bon voilà, il s'est dit vas-y, mais il n'avait pas plus d'attente que ça. Et en fait, quand ça a été lancé et qu'on a vu aussi l'effervescence des médias autour de ce sujet, qu'il y avait de plus en plus de journalistes qui me contactaient pour en savoir plus, ça, il s'est dit, en fait, c'est un super coup, il se passe quelque chose. Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'il a été assez ravi de l'esprit d'entrepreneuriat en fait, qu'on a eu sur ce sujet et de saisir une opportunité vraiment dans des délais records. Parce qu'en fait,
très peu de temps a suivi beaucoup de marques qui ont lancé notre propre collection de NFT. Donc en fait, je dis pas qu'on a été précurseur du tout, mais ce que je veux dire, c'est que déjà aucun grand magasin ne s'est embarqué encore sur ces sujets. Ouais. Bon, ça veut pas dire que ça va pas venir, hein. Franchement, parce que ça va venir d'un moment à un autre. Mais en fait, à part des marques en propre, d'ailleurs, beaucoup ont lancé des collections de NFT entre le mois de mars et maintenant. D'ailleurs, maintenant, tous les jours, il y a un nouveau drop, voilà. Donc c'est vrai que j'ai eu vraiment que des commentaires positifs sur le parcours et surtout le rayonnement que ça apporte au printemps. Parce que néanmoins, ça reste une opération innovante où nos clients en fait, découvrent le printemps sous un autre angle aussi, qui est digital. On s'est quand même lancé dans le e-commerce printemps en 2020, donc très tard. Il n'y a que 2 ans et demi. Ouais. Et en fait, c'est un peu un espèce de pied de nez en se disant ok, on s'est peut-être un peu lancé tard dans le e-commerce, mais en fait là on est en train de rattraper notre retard et d'être sur les sujets où il faut être. Oui, tout à fait. Donc voilà, enfin, il y a un énorme soutien de l'interne parce que justement ces innovations ça demande vraiment du temps aussi de les décrypter. Je vous avoue que moi j'ai passé beaucoup de temps, j'ai fait beaucoup de tests, j'ai téléchargé MetaMask, j'ai essayé d'acheter de la crypto-monnaie parce que en fait avant d'arriver à ce parcours pédagogique, il a quand même fallu comprendre. Et en fait, c'est ce qu'on dit aux marques. Il faut expérimenter. Si j'ai une recommandation, c'est vraiment faites le parcours vous-même en fait et mettez-vous dans la peau de votre client. Bien sûr. Et en fait, je pense qu'il faut et c'est pour ça qu'au début, pour vous dire, on était parti sur un Coinbase, on s'était dit on n'avait pas forcément choisi Ariani au début, on s'était dit Coinbase Wallet. Un Coinbase Wallet, donc qui est la version française de MetaMask, on va dire, dont tu parlais tout à l'heure. Et en fait, on s'était dit on va prendre des solutions de marché que tout le monde utilise et tout, mais en fait le process pour se créer son wallet, le KYC, c'est un frein terrible. Complètement. Et en fait, je me suis dit, mais là, on va dans le mur total. Et vraiment, d'avoir vécu cette expérience et de l'avoir testé. En fait, il n'y a pas de secret. Il faut tester les choses soi-même pour savoir ce qui va être adopté. Justement, j'avais une question comme ça. Alors, Morgane, tu achètes des NFT alors? Alors, en fait, j'ai minté entre Noël et Jour de l'An, effectivement, une collection. Alors, c'était Paul, je sais plus comment il s'appelait, pas Paul Lepreux, ça c'est un photographe. Mais voilà, j'ai minté une collection, je sais plus comment elle s'appelait, enfin un NFT. Minté, donc créé. Créé, tout à fait. En fait, acheter. Enfin voilà, ça veut dire que j'avais acheté de la crypto-monnaie, donc des Ethers. Et ensuite sur OpenSea, j'ai acheté, mais donc on appelle ça minté, ce NFT dans mon wallet Coinbase. Et voilà, et en fait, le truc valait un petit peu, puis maintenant il ne vaut plus rien du tout. Mais après, voilà, je suis juste vite passée en fait après avec Ariani sur leur wallet, mais après j'ai arrêté d'acheter parce que financièrement ça coûte cher quand même les NFT. Ouais, mais tu as une démarche de collectionneuse, tu as lancé ta collection de j'ai testé, voilà, exactement. En NFT. Moi j'avais un débat mais qui dépasse le printemps, c'est que on a été approché par un collectif de marques, des petites créatrices qui ont des marques très pointues, très branchées, elles ont des grosses communautés sur Instagram, sur les réseaux et tout, elles sont très actives et elles sont aussi très inquiètes. Et donc elles me disent mais bon Claudia, nous le Web3, mais si on doit y aller, ça va coûter cher. Et est-ce qu'on doit y aller seul et on y va où sur notre site comme le printemps, ou est-ce qu'on va dans un métaverse, est-ce qu'on loue un land, est-ce qu'on fait des pop-up dans des lands? Donc grosse réflexion. Et donc elles sont 4, 5, 6 vraiment des très chouettes marques. Et à un moment donné, dans la mission de consultance, il y en a une qui me dit, parce qu'on leur explique qu'on fait une interview avec toi, et à un moment donné elle me dit mais en fait on devrait aller proposer un concept au printemps, un truc immersif, digital, et peut-être les aider à aller chercher. Et donc le débat c'était, est-ce que les petites marques ont de la place dans le Web3, ou est-ce que le printemps va devenir le printemps où les grandes institutions comme vous vont devenir des espèces de catalyseurs, de fédérateurs, où vous allez, ce que vous faites déjà aujourd'hui, sélectionner des marques et les vendre, mais peut-être que l'avenir du printemps, c'est avoir une sélection de marques pour une expérience client dans un magasin qu'on va renvoyer vers un virtual store, et puis peut-être que ça sera aussi l'inverse, une expérience qui commencera dans le virtuel pour ramener dans le magasin, pas forcément avec les mêmes produits. Et donc elles sont très en attente.
Alors, il y a un truc qu'on sait sur le Web3, c'est qu'on est sûr de rien. C'est quand même des sujets qui sont très récents, hein, même si voilà, la crypto, ça fait quelques années. Honnêtement, personne n'a un livre blanc pour lire l'avenir sur ces sujets, de savoir quel métavers va émerger, lequel va potentiellement complètement mourir. Donc, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas vraiment la réponse, Claudia, à cette question, parce que je ne lis pas encore et je ne prédis pas encore le futur. Mais néanmoins, je pense que ce qui fera sens pour le client d'un point de vue expérience et commerce en fait, c'est ça qui va émerger. Je pense qu'aujourd'hui, les partenariats avec des petites marques et au contraire l'agilité de pouvoir lancer, comme on dit, des petits pop-up stores ou faire des collaborations, des drops exclusifs, etc. Ça, c'est des choses qui intéressent quand même beaucoup les gens. Mais néanmoins, moi je suis assez pro du test and learn. En fait, j'ai envie de dire, testons comme ce qu'on a fait avec le Virtual Store de manière rapide, dans des courts délais, parce que les projets qui mettent 2 ans à sortir, en fait, à la fin, limite, c'est même plus dans l'air du temps. Voilà. Donc moi, je suis vraiment sur alors pas des POC, mais on pourrait le dire un peu comme ça, hein, des sprints de 2-3 mois pour sentir des sujets, apprendre et après corriger derrière. Et je pense que les petites marques, en fait, il faudrait tester quelque chose avec elles, une nouvelle expérience, je sais pas, des produits exclus, je sais pas, et voir un peu, en tirer les leçons. Et moi, j'aimerais avoir ton avis sur des toutes nouvelles marques, comme par exemple Artefact, la fameuse start-up qui a été rachetée par Nike l'année dernière, une start-up qui, au bout d'1 an, s'est fait racheter. Ils ont créé dès le premier jour, from day one, des baskets virtuelles. J'ai suivi ça de près parce qu'elles étaient vendues en NFT, bien sûr. Ils ont fait des collabs avec des artistes, des crypto-artistes. Ça a vraiment cartonné. Alors ces baskets virtuelles, à chaque fois tout le monde dit mais comment on voit une basket virtuelle? Je leur dis, vous prenez votre téléphone, vous pointez votre jambe, votre pied, et la basket apparaît sur votre pied. Et puis finalement vous prenez une photo, vous la diffusez sur les réseaux sociaux et toute votre communauté voit la basket. Alors il y avait aussi possibilité, je crois, certaines ont été produites en vrai, en physique. Je crois, donc il y a un lien physique-digital qu'on appelle Phygital. Il y a aussi ces fameux NFT qu'on dit redeemable, c'est comme un bon d'achat où en fait on achète le NFT. Ça vous donne accès. Et ça donne accès à un produit physique. Voilà, un produit physique. Mais ma question pour toi, Morgane, c'est que penses-tu de ces toutes nouvelles marques comme Artefact? Artefact. Il y a Artefact, il y a DressX aux États-Unis, il y a Republic en Angleterre. Donc effectivement, ce sont des acteurs qui sont des petites startups, effectivement, mais qui ont une technologie, en fait aujourd'hui qui intéresse les gros, comme Nike, qui du coup sont en fait les incubent, les intègrent en fait pour leverager cette technologie. Moi, je trouve que c'est un accélérateur pour des marques comme le Printemps ou Nike, etc. Parce qu'en fait, ça évite quand même de faire tous les développements en interne et de perdre des années en fait, de recherche et de développement. L'Oréal fait beaucoup ça aussi. Voilà, en fait, moi je pense que, moi je trouve ça génial, au contraire, je trouve ça génial et en termes de gain de temps et d'expertise, parce qu'en fait, il faut quand même pas se leurrer. Le Printemps, notre expertise, on est un retailer, on est un œil mode, on sait sélectionner des marques, on sait accueillir nos clients, proposer une expérience servicielle haut de gamme, mais on n'est pas la start-up de demain sur les sujets technologiques. Je veux dire, il faut laisser aussi la place aux autres. Et moi, je trouve ça génial parce que ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. En plus, ce sont des boîtes qui sont très agiles, à taille humaine. Donc, en fait, moi, je suis en discussion avec ces boîtes, justement, sur le sujet de la virtual fashion. Et d'ailleurs, avec DressX, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a fait un pop-up au printemps, Haussmann. Non, on n'a pas vu ça. Ouais, en fait, j'y pense. Au moment, pareil, du lancement de la plateforme de marque, on a fait un partenariat avec DressX où on a créé une collection d'une dizaine de virtual outfits, donc de tenues virtuelles. Et en fait, en magasin, on avait mis un très grand écran avec ces tenues que vous pouvez balayer et choisir un peu comme si vous swipiez sur votre téléphone. Et vous pouviez vous prendre en photo. Et c'est un bouton qui s'appelle Try AR. Try AR. Try AR, c'est Augmented Reality. Tout à fait. Et en fait, c'était au rez-de-chaussée du magasin de la femme. On avait fait une jolie petite scénographie et en fait on a eu énormément de clientes, encore une fois, des personnes dont on ne s'attendait pas vraiment qu'elles s'intéressaient. Elles sont prises au jeu, alors c'était que des créations de vêtements complètement, alors pas loufoques, mais complètement imaginaires par rapport à la nature. Il y avait des chapeaux avec de la pelouse, des manteaux en gazon, c'était ça. Et les gens se sont pris en photo, sont pris au jeu, et 48 heures après on leur a envoyé leur photo d'eux dans le vêtement virtuel. Et au moment même, ils pouvaient partager sur les réseaux ou pas? Tout à fait, sur
les réseaux sociaux en direct. Donc voilà, évidemment sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça a super emballé les gens. C'était une première fois aussi pour eux. C'est ludique. C'est complètement ludique. C'est canon. Claudia a lu des études là-dessus et Claudia en parle souvent. Elle dit que dans la génération Z, beaucoup de gens achètent 20% des jeunes. 10% des vêtements achetés sont uniquement achetés pour être portés, photographiés, en photo. Tout à fait. Et puis renvoyés à la marque. Et donc cette expérience de réalité augmentée, en fait, elle viendrait parer. C'est une solution pour parer à ce. Tout à fait. Parce que finalement, c'est produire des stocks qui vont finir au solde. Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui achètent uniquement pour se montrer sur les réseaux sociaux. Et du coup, il y a un gâchis entre guillemets de produits qui ne seront jamais portés et qui sont juste achetés pour se montrer à la communauté. Et je trouve que du coup, la virtual fashion, c'est un bon moyen de contourner ce côté j'achète et je jette, quoi. Et même de l'amplifier, parce que du coup, ça sert la notoriété de la marque. Oui. Parce que si à un moment donné, la marque met à disposition des skins juste pour être utilisés, photographiés, partagés, c'est une expérience dans le prolongement de tes réseaux sociaux. Ça positionne ta marque, mais ça n'impacte pas ton stock, ta logistique, Oui, et ça transforme les clients un peu en micro-ambassadeurs finalement. Donc c'est un moyen aussi de faire de l'influence qui est très fort. Donc avec des micro. Des micro-influenceurs, tout à fait. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment des sujets qui m'intéressent parce que je trouve que ça re-challenge et ça réinvente un peu notre manière de faire du commerce digital. Ouais. Et pas que. Je trouve que ça challenge aussi la façon dont on commande ces stocks, dont on gère ces stocks, dont on fabrique, produit, et donc ça impacte finalement beaucoup de choses, beaucoup de départements dans la société. En fait. Non, tout à fait. C'est vraiment, ça va forcément avoir un impact aussi sur la manière d'acheter effectivement des produits, quelle collection on achète en virtuel, quelle collection on achète en réel. Mais en fait, avant d'arriver là, il va falloir quand même que ce soit devenu un peu général, cette mouvance. Il y a peu de marques quand même qui ont lancé encore leur collection virtuelle. Mais il y a aussi qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de marques qui utilisent le NFT associé à une expérience liée à l'art ou liée à un produit. On sait que le NFT aujourd'hui peut servir à d'autres choses, par exemple à l'heure de l'e-commerce de tracer tes colis, d'associer la responsabilité du colis au NFT. Et donc là aussi, on a fait un très bon podcast avec Honest qui explique comment Cdiscount a impacté ses engagements RSE juste en allant optimiser la chaîne de livraison grâce au NFT. Donc sur l'étiquette des vêtements, il pourrait y avoir un NFT prochainement. Pourquoi pas télécharger la version. En fait, c'est marrant parce que j'étais à la Paris Web3 Night qu'a organisé Ariani. Et en fait, en gift, ils nous ont offert un pull avec un QR code dans la manche. Ah, bah c'est ça. Et tu y étais, je crois. Non, alors c'était sur NFTDS Paris. Oui, c'était la veille, ça. Et là, j'ai rencontré une start-up qui introduit des puces NFC. Dans les manches ou dans les vêtements. Et donc, je dis au type, mais ça, c'est incroyable, ça peut révolutionner l'expérience utilisateur en magasin, vous supprimez l'étiquette. Et le type me dit, j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé à ça. Je dis, mais là, c'est un levier de business énorme. Parce que ça aussi, l'expérience utilisateur avec les étiquettes qui s'entremêlent dans les magasins, c'est horrible, en fait. C'est vrai. Non, et puis, en fait, au-delà de juste l'information produit, Ariani, quand on scannait, en fait, on avait accès, en fait, à la version virtuelle, du coup, de notre hoodie, du pull. Et, en fait, on avait aussi accès à tout un tas d'informations sur le produit. Et par exemple, on pourrait penser où est-ce qu'il a été produit. On pourrait avoir du brand content, je sais pas, sur un behind the scene d'un défilé. En fait, je trouve que ça nous amène dans une omnicanalité du contenu et de l'engagement avec le client qui est décuplé. Parce que, à l'époque, il y avait des QR codes qui nous permettaient ça, mais en fait, le NFT, maintenant, ça nous permet aussi d'avoir un accès direct avec le client. Pardon, pas le NFT. Le wallet, ça nous donne un accès direct avec le client. Et là, on fait le lien avec ton CRM. Avec le CRM. En fait, moi, il y a un sujet que j'évoque assez souvent, c'est que on sait qu'il va y avoir la mort des cookies là bientôt. On voit déjà que ça se durcit sur tous ces sujets avec la CNIL, etc. Et en fait, je pense que le wallet demain va devenir un des moyens pour des marques de vraiment continuer en fait à communiquer de manière toujours RGPD bien sûr, mais de pouvoir avoir un accès direct à ses clients, de pouvoir faire des pushs, de pouvoir aussi, tout en gardant l'anonymat, de pouvoir savoir
la collection, par exemple, détenue par un client, donc de pouvoir décrypter ce qu'il aime, ce qu'il achète. Et je trouve que c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle la zéro party data, c'est-à-dire que maintenant on est en direct avec le client. Exactement. Et je pense que c'est ça aussi qui va un peu transformer notre manière de faire du marketing digital demain. C'est la fin du email aussi, la fin des cookies, la fin du email. Complètement. Maintenant, on peut plus traquer sur iOS les performances. Et comme tu dis, ce sera le wallet qui sera la connexion, le lien entre la marque et le consommateur. La marque dira: ah, mais je vois que dans votre wallet vous avez un NFT printemps. Ah bah bienvenue au club, on vous offre encore des trucs. Et aussi les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'en fait, printemps pourra dire: bah, vous nous trouverez sur notre Discord, sur notre Telegram. Ouais. Et moi là où je te rejoins, je crois qu'on va vers un monde où on va avoir tous nos documents dans des wallets, tous nos documents officiels dans des wallets, mais pas que, notre data aussi, et qu'à un moment donné la marque, parce que souvent les marques nous disent: oui, mais finalement le NFT c'est une action, mais ça peut nous servir à quoi à moyen terme? Mais à créer du lien, parce qu'à un moment donné, quand on n'a plus accès à aucune data pour faire un bon marketing, et que le consommateur possède sa data dans son wallet, comment moi en tant que marque je vais aller installer de la confiance, de l'inspiration, de l'envie d'être partenaire, d'être mon partenaire, d'être avec moi, de co-créer la marque avec moi, et donc de me donner sa data pour que je sache comment il consomme, ce qu'il veut, pour être proactif, pour pouvoir faire du push. Et donc c'est ce qu'on leur dit. On leur dit: mais le NFT, ok, vous pouvez faire une action isolée, mais dézoomons. On va vers quoi? On va vers ça. Tout à fait, et c'est un moyen de personnalisation qui est encore plus fort que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec des outils de perso en fait. Je pense qu'on ne pourra jamais aller plus loin que d'avoir un accès direct via le wallet à nos clients. Avec leur autorisation, c'est-à-dire que c'est lui qui va dire Sésame, ouvre-toi. Exactement, et c'est ça qui est fort aussi côté client, parce qu'en fait il ne sera plus aussi exposé à des... je pense que même si c'est mon métier, mais ça m'arrive d'être aussi ennuyée, de me faire retargeter ou en tout cas exposée à des campagnes, j'ai pas forcément envie de les voir, soit sur Instagram, Facebook. Mais parfois même des produits que tu aimes bien. Ouais, tout à fait. Parce que la pub n'arrive pas au bon moment, pas sur le bon canal, et donc c'est même pas un produit. Alors le produit qu'on n'a pas désiré, c'est une chose, mais parfois moi je me fais targeter par des marques que j'adore, et je me dis: mais elles viennent me polluer, c'est pas le moment. C'est ça. Et donc à un moment donné, comment tu gères en tant que marque? Le client redevient acteur vraiment de ce ciblage marketing, et je pense que c'est bien aussi. Et il y a aussi la magie des airdrops, ça j'adore ça, ça vient du monde crypto en fait. Donc le printemps pourrait dire: par magie vous recevrez courant du mois de juin un airdrop, c'est-à-dire un NFT qui arrive automatiquement dans votre wallet. Et le client se connecte à son wallet et voit, pouf, par magie une surprise NFT. Ça c'est génial. Et puis aussi Morgane, je voulais te dire un truc, tu sais là, tu as vu Meta justement a sorti il y a quelques jours les premiers skins pour Workrooms. Ouais, j'ai vu. Et fait par Balenciaga, Tom Brown, Balenciaga, Gucci et Prada. Et Prada, ouais, je crois. Voilà. Ouais. Et donc c'est dingue, ça y est, on peut déjà s'acheter un vêtement, un t-shirt Balenciaga pour participer à sa réunion de business sur Workrooms, qui est l'espace collaboratif immersif de Microsoft. Tout à fait. Bah oui, mais ça encore une fois, c'est une avancée. Alors là, plutôt dans le domaine, on va dire professionnel et de l'univers de l'entreprise. Après, moi je suis quand même... J'aime bien quand même le contact humain, je trouve ça quand même sympa qu'on se voit et faire des réunions ensemble. Enfin, je pense qu'il ne faut pas non plus mettre tous ses œufs dans le même panier. Je pense que c'est un bon équilibre à avoir entre tout ce que peut nous apporter la technologie, la dématérialisation, le distanciel. Mais bon, après, c'est sympa aussi de se retrouver, faire une petite réunion autour d'un... Tiens, justement, j'ai une question. Quand on voit que Tesla rapatrie, veut que tous les salariés restent 5 jours par semaine, en revanche, dans la Silicon Valley, les Apple et autres veulent du remote 100%. Vous, printemps, vous êtes quoi, entre les deux? On est un peu entre les deux parce que, encore une fois, nous on a un retailer, donc on a quand même une force de vente, des gens qui sont sur le terrain, qui sont en magasin, qui travaillent aussi les samedis et dimanches. Donc voilà, il faut une certaine équité. Alors on est sur un jour de télétravail par semaine, un jour ou 2 jours, voilà, ça dépend un peu, mais honnêtement, les gens sont quand même contents de venir au printemps. Bon, c'est toujours l'occasion de faire un peu de shopping aussi, faut pas se mentir. Puis on est au cœur de Paris. On est en plein cœur de Paris. Voilà, il y a des super restaurants autour. Enfin, en fait, c'est quand même. Enfin, je pense qu'il faut pas imposer en fait aux collaborateurs. Je pense qu'il faut les laisser aussi choisir. Il y a des gens qui aiment bien venir, d'autres qui préfèrent rester 2 jours à distance. Mais je pense que le nerf de la guerre, c'est vraiment de laisser un peu la liberté quand même
aux employés. Exactement. On termine sur une touche hyper philosophe et positive, donc la liberté de chacun. Voilà. C'est finalement, on fait le lien avec la philosophie de la blockchain. Morgane, c'était passionnant, vraiment. Cette heure est passée, mais super vite. C'est très vite. Pour tous ceux qui veulent retrouver Printemps, donc Printemps sur le web évidemment, Morgane Lopez sur LinkedIn. On mettra les liens évidemment sur notre description. Si tu veux qu'il y ait d'autres liens, tu nous les envoies, on mettra tout ce que tu veux. Super. Et voilà, en tout cas, on te remercie. Merci beaucoup à vous deux. Discours très très clair. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.